Le 10 avril 2019, le monde entier découvrait pour la première fois, et avec un certain émerveillement personnellement, la photographie d'un trou noir réalisée par les équipes de l'Event Horizon Telescope. Ce trou noir supermassif, nommé M87 étoiles, qui trône au centre de la galaxie Messier 87, fait près de 6,5 milliards de masses solaires. Mais l'Event Horizon Telescope, un entre guillemets télescope de milliers de kilomètres, allait encore frapper avec une annonce assez incroyable, réalisée ce jeudi à 15h heure française. Mais justement, qu'est donc l'Event Horizon Telescope? Comment a été obtenue cette photo d'un trou noir? Quels sont les défis à relever pour photographier un trou noir à 50 millions d'années-lumière? Et quelle est cette image incroyable publiée et le rapport avec notre galaxie, la Voie lactée? Eh bien, je vous propose de voir tout ça et plus encore, juste après vous avoir invité à vous abonner, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, j'aimerais commencer par parler de l'Event Horizon Telescope. Que ce soit dans des vidéos de vulgarisation ou dans des articles de presse, beaucoup d'entre vous ont déjà au moins une fois entendu ce nom. Et il faut dire qu'il y a de quoi. En avril 2019, la publication de la première photographie d'un trou noir l'a propulsé au sommet des actualités, y compris dans des médias plus grand public. Mais si l'on entend souvent son nom, son utilité et son fonctionnement, en revanche, on en parle beaucoup moins. Or, justement, c'est ce point qui est essentiel pour comprendre pourquoi la photographie de trous noirs est un tel défi. Mais pour ça, il va falloir parler d'angle. Pas cela. Vous prenez un angle d'1 degré, ce qui correspond grosso modo à 2 pleines lunes, mises côte à côte dans le ciel. Divisez cet angle par 60 et vous obtenez alors une minute d'arc. Maintenant, divisez cette minute par 60 et on parle alors de secondes d'arc. Eh bien, le trou noir de la galaxie M87, c'est une trentaine, tout au plus, de millionièmes de secondes d'arc. Le télescope spatial James Webb, c'est une précision de 0,1 seconde d'arc, soit alors largement, mais alors là très largement, bien éloigné de ce qu'il faudrait atteindre. Car, et c'est important pour la suite, plus votre télescope est grand, plus ce dernier est capable de voir des objets de petite taille vus de la Terre. Actuellement, les plus gros projets de télescope permettent d'envisager des détails de quelques dizaines de millièmes de seconde d'arc pour des projets allant jusqu'à 40 mètres, mais on est encore très en dessous des millionièmes requis. En fait, la solution, ce serait d'avoir un télescope qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Sauf que, vous vous en doutez, mais fabriquer un miroir, même segmenté, d'une telle taille est totalement impossible pour des dizaines de raisons que je peux, je crois, me passer de vous expliquer. Mais là où la chance nous sourit, c'est qu'en combinant les données de 2 télescopes de, par exemple, 10 mètres éloignés de 20 mètres, on obtient les mêmes capacités, avec bien sûr moins de lumière collectée, ce qui rallonge les temps d'observation, qu'un télescope de 40 mètres. Et c'est ici qu'intervient l'Event Horizon Telescope. C'est en fait un gigantesque réseau de plusieurs observatoires en ondes radio qui, pour rappel, sont aussi de la lumière, au même titre que la lumière visible, répartis aux 4 coins du monde. South Pole Telescope, ALMA, l'Observatoire radio de l'Arizona, des observatoires en Suède, le Caltech Submillimeter Observatory et encore plein d'autres, permettent ainsi d'obtenir des images avec un niveau de détail tout simplement inégalable, puisqu'on parle d'un télescope s'étendant virtuellement sur des milliers de kilomètres. Et c'est donc ceci que l'on nomme l'interférométrie, qui consiste à synchroniser les données issues de différents observatoires à l'aide d'une horloge atomique pour la précision.
car, et c'est important de le noter, il est essentiel que les différentes observations soient extrêmement bien synchronisées pour faciliter leur traitement par la suite. Et c'est ainsi que fut obtenue, après des années de travail, la première image du trou noir de la galaxie Messier 87. Ce que l'on voit surtout sur cette image, c'est le disque d'accrétion, disque de matière en rotation autour du trou noir, et son horizon des événements, cet endroit où même la lumière n'est plus assez rapide pour s'échapper de l'ogre cosmique, ogre d'environ 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. D'ailleurs, on pourrait même mettre 3 fois la distance qui sépare Pluton du Soleil dans son horizon des événements. Tant que j'y suis, il ne faut pas non plus confondre l'horizon des événements et le vrai trou noir, car l'horizon des événements est simplement une limite à partir de laquelle la lumière ne s'échappe plus. Mais bref. L'Event Horizon Telescope permet ainsi d'imager d'autres phénomènes avec une précision sans précédent, comme un jet de matière autour d'un trou noir supermassif dans la galaxie Centaurus A. On l'ignore un peu plus, mais lors de la publication de la photo du trou noir d'M87, une autre image était également en préparation, celle de Sagittarius A Star, un trou noir d'environ 4 millions de masses solaires, comme on en trouve probablement au cœur de la plupart des galaxies. Situé en direction de la constellation du Sagittaire, d'où son nom de Sagittarius A étoile, il se trouve à environ 26 000 années-lumière de nous, trônant au centre de notre Voie lactée, entouré d'un petit groupe d'étoiles. Mais il faut néanmoins savoir une chose. Si la masse de l'objet et ses effets sont visibles, comme de fortes émissions radio par exemple, le trou noir en question n'a jamais été entièrement confirmé, et dans les faits, il y a toujours un flou qui persiste. Jusqu'à ce jour, nous étions quasiment certains qu'il s'agissait d'un trou noir, mais il restait encore une sorte d'incertitude, puisqu'il n'avait pas été confirmé. Et tout ceci m'amène, enfin, à l'actualité de ce jour. Ce jeudi 12 mai, vers 15h15, nous avions droit à la publication de cette nouvelle image, montrant pour la première fois le trou noir se trouvant au cœur de la Voie lactée, trou noir qui est en réalité bien plus modeste que celui d'M87, évidemment. Elle est aussi la moyenne d'autres images obtenues par l'équipe. C'était d'ailleurs une des difficultés. La matière qui constitue l'environnement du trou noir est en effet assez instable, d'où les différences visibles. Cette image, fruit du travail de plus de 3000 personnes, est au même niveau de détail que si vous essayez de voir un donut à la surface de la Lune. Quant à lui, le trou noir, ou du moins son horizon des événements, fait environ la taille de l'orbite de Mercure. Ce que vous voyez autour, c'est le disque de gaz l'entourant qui, de par son mouvement assez rapide, émet assez bien dans les ondes radio principalement. Cette image, prise en ondes radio donc, seule longueur d'onde utilisable à ce jour pour l'interférométrie, est le résultat de près de 20 années de recherche pour une image prise dans la longueur d'onde d'1 millimètre. Car, et j'oubliais de le préciser, mais plus vous observez dans une large longueur d'onde, plus, de par l'existence même de cette longueur d'onde, le niveau de détail visible avec une même taille de télescope baisse. C'est pour cette raison que les images en infrarouge de Webb ne seront pas non plus plusieurs fois supérieures à Hubble, mais plutôt modérément. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est ici que je vous quitte pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.